John Brett, il se promenait l'hiver en ski pour découvrir les nouvelles parois. Puis en passant au pied du Mont-Césaire, et ainsi de suite, il a croisé un autre skieur qui s'appelait Jack Rabbit Johansson. Puis Johansson, c'est un Norvégien, mais il avait fait ses études d'ingénieur à Berlin. Il parlait allemand. John Brett. Brett, ça veut dire une planche. Il parle français, mais c'est un nom allemand. Il parle allemand. Fait qu'ils sont devenus amis parce qu'ils ont des affinités. Il allait passer la fin de semaine chez un pourvoyeur qui s'appelle La Sapinière. C'était juste une pourvoirie avant. Chasse et pêche. Puis ils ont commencé à aller là, fait qu'ils ont reçu des skieurs, ils ont commencé à recevoir des grimpeurs à cause de John Brett qui a évolué dans l'arabesque, puis dans la valse, ainsi de suite, dans les années 33. On part des années 30 déjà. John Brett, il arrivait de Genève. Je remarque que son compagnon d'escalade à 14-15 ans, c'était Raymond Lambert. Raymond Lambert a dit aux Anglais en 52, Raymond Lambert a essayé le sommet de l'Everest. Puis il l'a manqué par 200 mètres, par l'éperon des Genevois. Puis il a dit aux Anglais, passez pas par l'éperon, la sortie est impossible. Passez par le col sud. Eux ont fait par le col sud, puis ils ont réussi en 53. Raymond Lambert, c'est un des plus grands explorateurs suisses, de l'alpinisme en Suisse à ce moment-là, dans les années 50. Mais il avait commencé à grimper avec John Brett à 14 ans. Fritz Vesnage, je l'ai croisé une couple de fois, puis je l'ai vu dans les gangs aussi, près de New York. Parce que lui, c'était un gars de New York, puis il y avait les gangs, il y a un chalet pas loin de là, près de New Paltz. Pete Covo, je ne l'ai pas connu, puis j'ai pas eu beaucoup de détails. Je sais que c'était un Mexicain, il était petit. Fait que c'est pour ça que le Chico, ils l'ont appelé Chico. Parce que c'était un Mexicain, il était petit et tout ça. Mais je sais pas s'il vivait à Montréal. J'ai pas de détails autour de ce gars-là. C'est comme. Mais sa voix, c'est probablement la voix en Amérique du Nord qui était sûrement le plus grimpée. Il y a tellement de monde qui ont grimpé sur cette voie-là, même que le granit, à certains endroits, il commence à être poli, ce qui est très, très rare. On voit ça généralement sur du calcaire. Mais là, il y a certaines prises qui commencent à être polies sur le granit. Au début, c'était les Suisses et les Britanniques qui ont commencé vraiment à développer l'escalade au Québec. Brett, bon, il venait de Suisse, il est venu, puis lui, il faisait du ski de fond, puis il a découvert les parois à Val-David en faisant du ski de fond. C'est comme ça qu'il a commencé à développer. Puis les Anglais, eux autres, sont arrivés un peu par après. Il y avait plus d'échanges avec l'Angleterre à l'époque. Il y en a qui sont venus travailler ici, développer des techniques, d'autres comme Michael Ward, qui était médecin, qui est venu pratiquer à Montréal au George Hospital, je pense, ou l'hôpital général Montréal, qui était médecin, mais c'était le médecin de l'expédition Everest, à l'Everest, l'expédition victorieuse à l'Everest, la première expédition qui était au sommet. Un des médecins de l'expédition, c'était Michael Ward. Puis il y a une voie au Mont-Condor qui s'appelle Michael Ward, parce que c'est lui qui l'a ouvert ici quand il était venu étudier à Montréal. Fait qu'on a une tradition britannique au départ qui est très forte. Il y avait John Turner, qui, c'est drôle, les Américains aiment pas ça, là, mais qui a probablement fait les premiers 5-10 en Amérique du Nord. Presque, en tout cas. Puis ça s'est fait au Condor. Il y a une couple de voies qui sont de John Turner. Même aujourd'hui, c'est des voies qui sont difficiles. Puis avec le matériel de l'époque, là, c'était quelque chose. Parce qu'il y avait des pitons, mais installer un piton, mais installer des coinceurs, c'est pas la même chose du tout, là, c'est un autre monde.
Puis ces voies-là, même aujourd'hui, le front bleu que les anglophones avaient, c'était leur mentalité. En Angleterre, on a encore, même aujourd'hui, sur le grit, ce type d'escalade, ils vont faire des voies très exposées, le niveau de risque est très élevé. Ça, c'était apporté ici aussi. Il y a des voies, je regarde le Crown, ou certaines voies qui ont été faites à l'époque avec le matériel qu'il y avait, là. Je te dirais, il n'y a pas grand monde d'aujourd'hui qui sortent des gyms et tout ça, qui arrivent sur les parois, qui seraient capables de faire la même chose. Ils n'oseraient pas partir dans ces voies-là avec le matériel qu'il y avait. Ils étaient là, vraiment très forts. Fait que nous, au Québec, je trouve qu'on a été comme... on a eu toute cette influence-là de l'Angleterre. Les Français, on a eu un petit peu l'influence française, mais très peu, parce que l'escalade en France s'est développée vraiment plus tard par rapport aux Anglais. Par contre, on a eu tout le côté américain. Les Yosemite avec Chouinard et compagnie, Royal Robin, les Yosemite, là, cette histoire-là. Puis nous autres, on a eu le mélange des deux cultures. Je dis toujours qu'on a eu une meilleure des deux. On a toute la culture européenne. Même encore aujourd'hui, on a beaucoup plus de matériel européen au Québec au niveau du matériel qu'on peut l'avoir aux États-Unis. L'escalade a commencé. Je faisais du ski ici au Mont-Saint-Aubin. Mon plan n'était pas construit encore. En 52. Puis en 54, je découvre des parois rocheuses à droite des pistes de ski alpin. Puis je suis curieux d'aller voir ça. Puis avec des cordes quasiment de cordes à linge, on s'est assuré de skier aujourd'hui les Champs-Élysées. Puis on a improvisé là-dedans avec mon compagnon Brazo. Puis on s'est dit, on peut faire de quoi là-dedans, mais moi, je travaillais au Bell dans le temps. Puis je vais au centre-ville, puis je cherche de la corde, cherche de la corde. Puis je découvre un magasin qui vend des matériaux, des accessoires pour faire de la voile, là, tu sais, pour les voiliers. Je rentre là, puis j'ai dit, avez-vous de la corde solide? Ben, il dit, oh, on a de la corde en chanvre. J'ai dit, 5-8. J'ai dit, ça tient combien Ah, il dit, ça tient 300 livres. Ah, ben, j'ai dit, c'est bon. Puis, je l'achète complet, 220 pieds de corde, avec deux rouleaux séparés. Puis, on s'amuse là-dedans, mais moi, je connais pas aucun équipement d'alpiniste. Et si je fais une chute, il y a des petits cèdres qui poussent dans la paroi. Puis si je fais une chute, je passe au-dessus du cèdre, puis je grimpe à gauche. Si je fais une chute, je tombe, le cèdre va me retenir. Et le prochain cèdre, je passe à droite, ainsi de suite. Puis, mais par le fait même, à l'automne, on loue des chalets pour le ski. Puis, Brazo m'a dit, écoute, Claude, plus loin du Mont-Césaire, il y a une aiguille qui s'appelle le Mont-Condor. J'arrive au pied du Condor, puis il dit, regarde, il y a quelque chose qui se grimpe ici. J'ai dit, c'est bien trop vrai. Puis par contre, il y a un individu en haut, François Garneau, qui assure une jeune fille. Puis moi, je sais pas, la procédure, je la connais pas. Fait que je grimpe en solo, puis rendu à la fille qui est au début du faire, je lui dis, bougez pas, je veux pas vous déranger. Fait que je passe à côté en solo, puis je sors en haut du surplomb, à côté de celui qui assure. Il y a des yeux qui veulent me tuer, le gars. Il dit rien. Il me regarde faire, mais il dit, il est fou, ce gars-là. Vois-tu? Puis, je retourne au sol. Là, je rencontre Poisson qui a des mousquetons en métal, tout ça. Puis, métal solide, là, pas du dur aluminium. Puis, il dit, je t'ai vu faire. Il dit, t'es bon? Ben, je dis, je sais pas. Moi, je fais comme ça. Je retourne l'autre fin de semaine. Puis en montant, j'ai vu qu'il y avait un morceau de métal avec un trou dedans. Un piton. J'ai dit à Brazo, bon, ben, assure-moi, là, je vais monter. Puis on s'assurait à la taille.
Puis rendu là, ben, je connaissais pas les mousquetons. J'ai enlevé mon assurance, je l'ai passé dans l'œil du piton. J'ai continué à grimper. Je me dis, si je fais une chute, le piton va me retenir. Tu te rends compte? La primitivité de technique, c'est pas possible. Puis finalement, une autre fin de semaine, ou le lendemain, j'ai rencontré le poisson. Puis là, j'ai dit, ça sert à quoi ces rings-là, là, tu sais? Ces anneaux? Ben, je dis, il y a un doigt qui s'ouvre. Regardons ça, c'est intelligent. Ça sert à quoi? Ben, je dis, le piton qui est là, tu mets ça dedans, tu passes ta corde. Mais j'ai dit, c'est merveilleux comme idée. Hans Dulfer, son nom. Puis c'est lui qui a inventé l'usage des mousquetons. En plus d'avoir inventé le mouvement Dulfer. Ben, j'ai dit, c'est ingénieux. Il a inventé aussi la façon de faire un rappel. Il a tout fait ça entre 17 et 23 ans, Hans Dulfer. Le poisson a commencé à grimper en 51, tu vois. Il a découvert l'escalade dans une jamboree internationale à Chicago. Le livre technique d'escalade, technique moderne d'escalade, écrit en 1930. Il a pris le livre, il a commencé à grimper avec ça. Le poisson, il dit, écoute, je t'ai vu grimper, là. Veux-tu grimper avec nous autres? Il dit, ben, samedi prochain, au pied de la Chico. Et finalement, on a fait la Chico. C'était la seule voie qui était là, la Chico. Après ça, on est allé dans l'Arabesque. On était trois. Celui qui avait des gros yeux qui voulait me tuer, là, il était là, François Garneau. Puis là, ben, il a changé d'avis quand il a vu que je pouvais grimper assez bien. On a fait l'Arabesque et on a fini la journée au Mont-King pour faire la traverse du Mont-King, finalement. Puis rendu en haut, on descend vis-à-vis l'Impérial, mais les cordes, dans ce temps-là, étaient à 60 pieds, tu sais. Puis l'Impérial, ça fait 70 pieds. Il manque 10 pieds pour rejoindre le sol. Il dit, tu descends. Puis là, on était dans Brunante, là. On voyait quasiment plus rien. J'allais au bout de la corde, j'ai dit, écoute, il n'y a plus de corde. J'ai dit, j'ai pas rejoint le sol. Il dit, saute! Le dernier bout, je l'ai sauté. C'est comme ça qu'on travaillait dans le temps. Ça n'a pas été long que la même année, j'amenais Brazo comme second dans mes voies. Puis je commençais à ouvrir des voies déjà, j'avais 1 an et demi d'expérience. En 58, 2 ans plus tard, Poisson voit le toit du Mont-King. Puis il me dit, Claude, j'ai essayé ça avec mon second premier, j'ai pas réussi bien loin, faut la finir, toit de Ben. Fait que je l'ai secondé dans le toit de Ben, la première, puis moi je l'ai suivi dans la première. On a sorti en haut. Mais avant le toit de Ben, 3 semaines, 1 mois avant, il me dit l'amphithéâtre ici, ça n'a jamais été fait. Il dit les gens de l'Alpine Club ont essayé souvent. Ils n'ont pas réussi à démarrer, à faire la première longueur. Puis eux autres, ils sont amusés à faire des grands rappels dans l'amphithéâtre pendulaire, là, tu sais, c'est intéressant. Ils ont mal essayé. Je dis, vas-y. Non, t'es meilleur que moi, vas-y. Il m'envoie en tête. J'ai quasiment juste 2 ans d'expérience solide. Et finalement, on fait la première. Il me suit. Puis quelques semaines après, on a fait le toit.
Turner est arrivé ici avec une technique extraordinaire. Puis là, nous autres, on a vite appris des choses que, au lieu de prendre 5 ans pour l'apprendre, dans 2 fins de semaine, on apprenait des choses. Le directeur des arts à Radio-Canada, Bernard Poisson. Puis quand il a vu qu'on faisait la promotion de l'escalade, il s'est dit, on va faire une démonstration pour le dimanche. Les beaux dimanches, tu sais, je sais pas si ça s'appelle les beaux dimanches à Radio-Canada. Bon, il y avait une section de film, puis il y avait une section de studio. Il dit, lui, il s'occupait des décors, entre autres, Bernard Poisson. Il faisait des décors miniatures qu'il reproduisait en vrai. Mais lui, c'était un maquettiste, un artiste extraordinaire. Puis lui et Pierre Garneau ont dit, on va monter des décors, des cheminées, une paroi avec des prises de bois. On va monter ça en studio. Puis on va faire une démonstration d'escalade en studio à Radio-Canada. Puis déjà, là, les gens avaient vu ça. On faisait la promotion de quelque chose que les Québécois ne connaissaient pas du tout. Puis ils se sont dit, hey, ça se grimpe au Québec. Puis Jacqueline Magdeleine, qui est la femme de Poisson, et Pierre Garneau était réalisateur. Moi, je grimpais avec Poisson et Jacqueline. Jacqueline, pour montrer que les femmes pouvaient aussi grimper. C'est ça qui était extraordinaire. J'ai connu le gourou des gangs qui s'appelait Jim McCarthy, qui est devenu président de l'American Alpine Club. Et quand il m'a vu grimper, il m'invitait à grimper avec lui. Moi, mes parents ont fait partie d'un groupe d'amis qui donnait des cours de préparation au mariage. Puis, il y a un groupe de 5-6 familles ensemble. Puis, il appelait ça la Sainte Famille à l'époque. C'était très, très catholique à l'époque. Mais un hiver, en milieu des années 60, on a décidé de louer un chalet à Val-David. Fait que là, on était comme 4 familles. Fait qu'on pouvait être là une fin de semaine sur 2 pour dormir, mais on pouvait venir toutes les fins de semaine pendant la journée faire du ski puis tout ça. Les enfants couchaient dans le salon et tout. Puis dans ces familles-là, il y avait la famille du Charme. Puis dans la famille du Charme, bon, il y avait Jacqueline, puis Noël, les parents. Mais Noël se souvenait d'avoir déjà fait de l'escalade à Val-David avec son beau-frère. Son beau-frère, c'est Bernard Foucard, c'est un Français qui était venu s'installer au Québec. Lui qui faisait de l'escalade en Europe, en France. Il faisait du bloc à Fontainebleau et tout ça. Quand il est venu s'installer ici, les gens, en sachant qu'il avait déjà fait de l'escalade, disaient « Hey, peux-tu nous faire venir du matériel ici à Montréal et tout ça? » Parce que lui, il avait des contacts avec Pierre Alain, entre autres, des fabricants français de l'époque pour le matériel. Fait que lui, il commençait à faire venir du matériel, il a commencé à vendre du matériel. Puis là, ça a grossi son affaire. Il a fait finalement une boutique chez lui qui s'appelait Camping Caravaning. Puis Noël, c'était son beau-frère. Puis, fait que Noël, lui, se souvenait d'avoir fait de l'escalade avec son beau-frère à Val-David. Fait qu'il a ressorti sa vieille corde de chanvre. On avait 4-5 mousquetons, une coupe de piton, un marteau. C'était pas une sangle, c'était notre sangle ou notre cordelette. C'était avec une épissure à l'extrémité pour faire une boucle. Ça, c'était pour faire nos relais puis tout ça. Puis une corde de chambre, puis à l'époque, on ne savait pas, mais c'était fait plus pour le rappel que pour l'escalade parce qu'elle était un petit peu trop petite. Fait qu'on a commencé à faire de l'escalade comme ça, sur les parois de Val-David. Puis à l'époque, il n'y avait pas de livre-guide, on n'avait pas de contact avec les gens, les grimpeurs de l'époque. La fédération n'était pas encore créée. Fait que c'était vraiment la grande, grande aventure. Fait qu'on a fait plein d'affaires qu'on n'oserait pas dire aujourd'hui, là. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à grimper. Fait que j'étais assez jeune. Puis c'est drôle, j'ai encore des scrapbooks qui datent des milieux des années 60 avec des photos, tout ce qui était escalade. J'allais à la bibliothèque, je prenais des livres de Gaston Rébuchois ou des livres français de l'époque, des livres de montagne plus que de rocher.
Parce qu'en France, l'escalade de rocher a commencé vraiment. Il y en avait, mais c'était plus pour l'entraînement en fonction de la montagne plus. Il y avait Fontainebleau qui était un peu particulier. Mais l'escalade, comme on l'a pratiqué ici, c'est arrivé plus tard en France. Le gros boom est arrivé vraiment un peu plus tard, plus des années 80, je te dirais. Là. Parce qu'avant, c'était beaucoup alpiniste et tout ça. Mais l'escalade de rocher, il y en avait, mais c'est comme à partir d'un film avec Patrick Edlinger. Là. Ça a vraiment lancé l'escalade en France. Là. Mais ici, nous autres, on n'avait pas de montagne. Fait qu'on s'est concentré sur l'escalade. Fait que moi, avec Noël, ben ça, puis mes frères, parce que j'avais 3 autres frères, fait qu'on a commencé à faire de l'escalade à Val-d'Avine comme ça. On apprenait sur le tas, dans les livres. Moi, j'ai tous les croquis avec du papier de soie que je mettais dans les livres, puis je calquais tout. Là. J'ai encore ces livres-là, c'est vraiment drôle. Fait qu'on a commencé, puis pendant plusieurs années, on n'a pas eu de contact vraiment avec le milieu d'escalade. Sauf une fois, c'est vrai, au tout début, juste un peu avant qu'on commence nous autres à grimper, j'étais au Mont-Condor avec mon frère Luc. Puis là, on avait vu pour la première fois des grimpeurs, là, avec du matériel puis tout. Puis on était au Mont-Condor, c'était la voie, c'est la dû le faire. Fait qu'on était en bas, puis on regardait, puis moi, j'étais déjà comme bien excité, là, j'aimais ça. Puis à un moment donné, je pense que c'est Bernard Poisson qui dit, jase avec nous autres, ça vous tente-tu d'essayer? Fait que finalement, on encorde, puis là, on fait la moitié, ou je ne me souviens plus si on s'était rendu en haut, mais on fait la moitié, puis là, tu pouvais ressortir facilement. Puis là, vous êtes bon, vous êtes bon. Puis mon frère Luc, lui, n'a pas grimpé. Fait que moi, j'ai grimpé. Puis là, ben, quand on est revenu à la maison, elle a dit tu le diras pas, maman, hein, tu le diras pas, maman. Première chose, en arrivant au chalet, c'est comme hey, on a fait de l'escalade, on a fait de l'escalade. Puis après ça, nous, on a commencé avec les frères et ma famille là, à grimper. Puis tranquillement, on s'est équipé. Moi, je me souviens de l'époque où je partais de Saint-Léonard. Puis j'allais à l'Accordé, le premier Accordé est au coin de l'Ontario, Ontario puis Berry. Puis il y avait des tentes à l'extérieur avec une clôture. Fait que moi, je me souviens d'être allé là, prendre l'autobus, les billets d'autobus, je pense que c'est 6 ou 7 cents, le billet d'autobus. J'allais là, j'allais me chercher un piton à 50 cents, puis je revenais à la maison avec mon piton. Les tripes d'enfants, là, t'es tout jeune, puis tu veux... Fait que... On a vraiment commencé à grimper comme ça, entre nous autres. J'avais pas besoin de chercher le partenaire et tout ça. À un moment donné, mon frère André il avait commencé à travailler un peu. Il a acheté notre première corde d'escalade en nylon. Ça, c'était quelque chose. Puis les baudriers, on s'attachait toujours avec la corde de la taille. On commençait à avoir des baudriers juste en haut, mais pas d'harnais, juste le haut, comme ce qu'on voyait dans les livres. Là. Puis là, ben, évidemment, on a continué à grimper, prendre des contacts avec des grimpeurs. J'ai rencontré John Brett, j'ai croisé à Val-David, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a montré à faire du rappel. J'étais à la valse, puis en bas de la paroi, il y a un genre de petite ville qui était à peu près à 15 pieds du sol, qui était axée sur le côté, puis il y avait une coupe d'arbres à l'époque qui était là. Puis il nous avait vu descendre, mais nous autres, on descendait sur la corde, mais d'une façon très peu orthodoxe à l'époque, au tout début, ça. Fait que lui, il nous avait montré le rappel en S. C'est la corde entre les deux jambes qui revient en avant, ça passe sur l'épaule. Là, c'est drôle parce que je l'ai fait essayer les dernières années. Il y a du monde qui voulait voir comment ça se faisait. Puis nous autres, à l'époque, c'était la façon de faire. J'avais une petite côte en nylon avec une patche de cuir sur l'épaule pour pas que ça fonde. Bon. C'était... Puis quand j'ai réessayé, là, c'était tellement inconfortable, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais à l'époque, c'était la façon de descendre, puis c'était génial. Là. Fait que... Très diplomatiquement, ils nous avaient approché et disaient moi j'ai une bonne façon de descendre, je peux vous montrer comment faire pour descendre en rappel. Fait qu'ils nous avaient montré le rappel en S, mais il n'a pas été agressif ou quoi que ce soit. Il nous a vraiment approché doucement. Puis c'est comme... Fait que là, on a appris le rappel en S avec John Brett.
J'ai initié André Hébert qui faisait des reportages justement sur le sport, des sports de plein air à Radio-Canada, à radio, et avec un micro. Puis il est allé en canot, en kayak, il est allé le ski alpin, tout ça. Puis quand il est arrivé à l'escalade, j'ai fait faire l'aiguille du Condor avec un micro accroché dans le cou. Puis ça a été reporté à la radio. C'était un programme d'une demi-heure le samedi matin. C'était fantastique. Ça faisait la promotion de l'escalade. Puis André a pris goût à l'escalade. Marc Hébert, le frère d'André, il travaille à l'Office national du film. Puis il dit, Claude, on peut sûrement faire un film sur ce qui est fait en escalade au Québec. Fait qu'on a tourné en 68. On a tourné pendant tous les fins de semaine, d'avril à novembre, le film qui s'appelle Les Rochassiers. Parce que l'escalade de rocher, les grimpeurs à Genève, ils s'appelaient des Rochassiers. L'hiver, je faisais de la compétition en ski en alpin, dans la zone laurentienne. J'ai couru 5 ans. J'ai eu du succès. Puis, entre-temps, j'ai suivi des stages de formation de la nouvelle association des clubs de ski de Montréal, l'ACSM, qui faisait des formations de moniteurs. Ils ont été demandés de faire une formation pour les policiers patrouilleurs sur le Mont-Royal à Montréal. Puis pendant 3 ans, Raymond Lanctot travaillait avec Lucien Lachapelle pour transcrire en français l'enseignement qui se faisait en anglais à Canadian Ski Instructor. Puis ils l'ont fait à Val-David pendant 5 ans. Moi, j'ai suivi des stages avec Raymond pendant 5 ans. Au bout de la 5e année, j'étais professionnel amateur, si tu veux, de la CSA, diplômé. Puis ces 5 ans-là d'apprentissage de comment on fabrique un stage, je l'ai retenu. Avec Gilles Parent, que je rencontre au pied du Mont-King, avec son club de montagne séparé. Moi, j'étais président du club de montagne canadien, 2 clubs séparés. On s'interroge pour savoir si on ne devrait pas fonder une fédé. Puis il dit, moi, je l'avais en tête. Gilles m'a dit, je l'avais en tête. Il dit, moi aussi. Fait qu'en novembre, déjà, tout se précipite. Là. En novembre, on fonde la fédé. Et je vais chercher mes lettres patentes en janvier 79, à Québec. Au Québec, quand on a fondé avec 6 clubs, on était 200 membres, 200 grimpeurs au Québec, incluant l'Alpine Club. Ben, un à Drummondville, le Club Aventure, Club Montagne Grande Randonnée de Gilles Parent, Club Montagne Canadien dont j'ai été président, l'Alpine Club, section Montréal, dont John Brett était président, et le McGill Hunting Club, qui est un des plus vieux clubs de plein air au Canada. Ils ont commencé à jouer au hockey avec McGill en 1908. Ils ont commencé à grimper à peu près avec John Brett dans les années 30. Puis quand est arrivée la fondation de la Fédé, en 68, j'ai recruté Poisson, Denis Gravel, que j'avais nommé comme directeur général de la Fédé, en 69. Avec Gilles Parent, qui était mon associé de la fondation de la Fédé. Puis ils ont envoyé leurs membres pour que les membres entraînent correctement les nouveaux venus à l'escalade. Puis j'ai eu 2500 stagiaires en tout en 8 ans, dont 1500 j'ai signé des brevets d'enseignement.
en 69, j'ai dit pour enseigner la session d'histoire, je ne suis pas pour répéter ce que John Brett m'a raconté, je vais le faire venir lui-même. Il vivait à Val-David. C'est John Brett qui, pendant trois stages, il a donné aux stagiaires la véritable histoire du développement de l'escalade en rocher, en parois rocheuses, de vive voix. À un moment donné, en 75, j'ai fait ma première formation. Le cours, c'était initiateur en escalade. Ça donnait à l'auberge du Vieux-Foyer. Non, l'auberge Le Rouet, qui est passé au feu depuis. Puis à l'époque, Pierre, qui était propriétaire de l'auberge, au printemps, il y avait une période creuse, puis il laissait son auberge pour les formations de la Fédération. Puis c'était subventionné par le gouvernement du Québec à l'époque. Fait qu'on payait 60 $ pour 9 jours, logé nourri, plus le cours. Hey, c'était ridicule. Tout le monde a connu Val-David. À l'époque, Val-David, c'était un peu comme la place où tout le monde allait. Tous les stages de formation se donnaient à Val-David au début. Alors, il y avait l'auberge, c'était arrangé, fait que les gens venaient ici. C'était comme en France, avec l'ENSA, il y a des sites précis où les gens vont faire des formations parce que c'est bien équipé, c'est préparé, ils ont des salles de cours et tout. Là. C'est ce qu'on avait un peu à l'auberge à l'époque. Évidemment, moi et mon frère André, on était dans le cours, on a fait le cours, puis on était tellement plus forts que le restant du groupe que finalement, ils nous avaient donné le niveau 2, qui était le niveau moniteur à l'époque. Il y avait initiateur, moniteur, instructeur. Formateur, il y avait Claude Lavallée, il y avait Jacques Lemay, il y avait Normand Lapierre qui était là. Il y avait Bernard Poisson, je pense aussi, qui était là. Puis André Hébert qui était venu aussi. Qui était, lui, c'est la voix de M. Kraft, on disait là, à l'époque. Là. Il s'occupait beaucoup de musique classique à Radio-Canada à l'époque. Fait que c'était... puis moi, ce stage-là, j'étais déjà emballé beaucoup. Là. Je fais mon cours. Un an après, je suis retourné pour faire le cours d'instructeur là, à Saint-Siméon. Puis je suis devenu professeur à l'École québécoise des sports de montagne, l'EQSM, qui existait à l'époque. Là, c'était le regroupement des instructeurs de la Fédération qui enseignaient pour la Fédération. Fait que là, c'était une coche au-dessus. Puis à l'époque, l'EQSM avait été créé en parallèle avec la Fédération, en se disant, bon, la Fédération, le gouvernement du Québec avait créé plusieurs fédérations en même temps, début des années 70. Puis on s'était dit, à l'époque, les gens s'étaient dit, si jamais la Fédération arrête d'être financée par Québec et tout ça, puis ça tombe à l'eau, l'EQSM va survivre comme entreprise indépendante. Là. Fait que c'était le but. Puis les profs, c'était tous des instructeurs. Fait que là, par la suite, après ça, moi, j'ai continué à grimper, là, à enseigner. Jusqu'en 1981, où là, j'ai créé mon école Passe-Montagne. J'ai eu 40 ans l'année dernière, puis que j'ai vendu l'année dernière aussi. Mais je continue à enseigner comme moniteur. Guido Magnone, qui a fait le Fitzroy en Patagonie, qui était vice-président de l'Union des centres de plein air, l'UCPA. Moi, je l'ai rencontré dans le premier échange franco-québécois. La deuxième année, il s'est présenté ici. Puis, quand j'ai fait grimper quelques voies ici dans le parc régional, dans le futur parc régional, puis il m'a dit, wow, c'est pas aussi humble que tu me l'avais imaginé. J'ai dit, ben, on a telle montagne de ce côté-là, telle montagne de ce côté-là. Mais il dit, Claude, un instant, là, ça n'est pas des montagnes, là. Ça, c'est des collines.
J'ai dit, t'as raison. Dans le fond, on a si peu que le moindrement qu'on a une bosse, nous avait ça de montagne. Finalement, ils commencent à grimper ça. Au bout de plusieurs heures, ils reviennent au sol. Mais il dit, Claude, il dit, mais c'est incroyable. Il dit, à Chamonix, on n'a même pas des voies aussi difficiles que ça. Dans le massif, finalement. J'ai dit, ça vous plaît? Il dit, grandement. Quand ils sont retournés à Chamonix, puis je parlais de Val-David et de Weir et des Laurentides, ils ont dit, wow, un instant. Jacques Lemay, moi je l'ai connu parce qu'il était un de mes profs au tout début, mon premier cours avec la fédération. Puis Jacques, j'ai fait une expédition en terre de... La première expédition québécoise de montagne en terre de Baffin, c'est Jacques qui était le leader du groupe à ce moment-là. Il était encore directeur technique à la Fédération québécoise de montagne, qui était c'est la Fédération des clubs de montagne du Québec à l'époque. Maintenant, le nom a changé. L'expédition a eu lieu en 1976. Et Jacques, je suis toujours resté en contact avec. J'aimais beaucoup, mais Jacques, c'est un genre de technicien. C'est un gars qui est bien sur la mécanique, puis monter ses autos, puis tout ça. Mais en escalade, c'est un peu la même chose. Essayer des affaires, puis il était fonceur aussi beaucoup. Puis j'ai toujours bien aimé, puis on a gardé contact. Puis lui, il a amené un aspect technique au sein de la fédération à l'époque là, qui était vraiment important. Matériel, une façon de faire et tout. Là. Ben, c'était un de ses plaisirs à lui aussi. Là. C'était un bon grimpeur aussi. Là. Hubert Morin, Normand Cadieux, c'est deux gars de Val-David qui se connaissaient bien. Évidemment, ben, les autres, ils venaient de Val-David, puis nous autres, on louait le chalet. Mes parents ont continué avec les autres familles à louer le chalet ici à Val-David. Fait que moi, Val-David, ça a toujours été un deuxième chez nous. Puis je me suis toujours dit dans ma tête, un jour, je vais venir habiter à Val-David. Ça, depuis que je suis tout jeune, ça a toujours été ça. Fait qu'évidemment, j'ai rencontré Normand, j'ai rencontré Hubert, puis on a grimpé ensemble, on a fait plusieurs voies, on a ouvert des voies ensemble aussi. Ouais, puis ça pendant des années. À un moment donné, Hubert, lui, est parti étudier, et là, actuellement, il est à Chicoutimi, à l'Université de Chicoutimi. Il enseigne en biologie, entre nous, des plantes. Il a fait des études dans le Grand Nord, dans le Grand Nord. Avec Normand, j'ai été faire une expédition aussi dans les Torngat. Puis, bon, on se recroise encore, mais on a fait quelques voies ensemble aussi à Val-David, des nouvelles voies. Là. Mais, puis on se revoit de temps en temps encore. Hubert, je l'ai vu il y a quelques années, il était venu faire voir sa famille qui est toujours à Val-David. Fait qu'on s'est recroisés, là, mais Hubert, il grimpe encore un peu, mais pas beaucoup. Normand, à l'occasion, mais je ne le revois plus tellement ses parois. C'est comme ma gang de mon époque, là, il n'y en a plus beaucoup. Marc, ah oui, Marc, c'est. Marc, j'ai connu avec le CMGR, c'est Club de montagne grande randonnée à l'époque. C'est quelqu'un que je connais depuis vraiment longtemps. Je vais avoir comme 14 ans peut-être, dans ces coins-là, j'ai commencé. Puis le CMGR, ben déjà, c'est des vieux pour moi, ça veut dire qu'ils étaient dans la vingtaine, c'était une gang de vieux. Là. Puis il y a eu des rassemblements de clubs qui se faisaient chez Marc à l'époque. Il y avait Marc et Micheline qui étaient ensemble à l'époque, ils n'étaient pas séparés encore. Puis Marc avait fait des affaires au Cap-Trinité, il a fait de l'escalade. Fait qu'on a grimpé beaucoup ensemble. On a fait d'ailleurs une couple d'expéditions ensemble sur la côte du Labrador. Première fois que je suis allé dans les Torngat, c'était avec Marc. C'était la première fois lui aussi. On l'a fait. Moi, je suis retourné pour ça l'hiver, l'été, l'hiver. J'ai organisé des groupes. Fait qu'on a fait plusieurs choses ensemble. Il y a eu des émissions. À un moment donné, il y a eu une compagnie de production de films avec Micheline. Puis on a fait des séries sur le plein air et tout. Fait que Marc m'engageait des fois pour faire certains bouts d'émissions sur des affaires techniques. Là. Il y a plusieurs bons grimpeurs qui sont venus ici grimper au Québec. Là. Essayer certaines voies dures, comme entre autres la Zébrée au Mont-King, qui est une voie des Américains, de ceux qui connaissent la Zébrée, pour eux autres, c'est comme, OK, au Québec, là, il y a la Zébrée, c'est classe internationale, c'est vraiment une voie spéciale.
c'est qu'avec Louise, on s'est mariés 15 jours après que Rodolphe de Repentigny est tombé dans une crevasse sur le glacier Victoria, au lac Louise. Il est tombé 80 pieds dans une crevasse sur un pont de neige. Puis c'est Poisson, avec des manœuvres alpines, qui a sorti le corps vers le haut. Ils ont fait venir l'HCMP, ils ont fait une enquête, puis c'était un accident. Rodolphe a été répatrié à Montréal. Il vivait au parc La Fontaine. Ils ont demandé à l'Immaculée Conception, au curé de l'Immaculée Conception d'avoir un... Il ne croyait pas en Dieu. C'était une critique d'or à la presse. Il ne croyait pas en Dieu, tout le monde le savait. Le curé a refusé de lui faire les funérailles. Sa veuve m'appelle, elle dit Claude, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on va l'amener à Val-David. Elle l'a répatrié à Val-David. Le curé m'a dit, je lui ai dit, il ne croit pas en Dieu. On y fait un service quand même. Avec les membres du CMC, on est sorti avec le même chandail, avec le cercueil en main, 15 jours avant mon mariage. On a enterré Rodolphe dans le cimetière ici, avec son piolet, ses cordes, la patente. Puis 15 jours après, les membres du Ski Club Val-David avaient des cannes de ski au-dessus de la tête pontée. Puis l'autre côté, c'était des piolets. À quelques centaines, peut-être 1 kilomètre de là, Anne Piché avec son compagnon passait sur le glacier Victoria, puis à la fin de l'après-midi, puis le mont Lefroy qui est à gauche, il dégèle dans l'après-midi. Puis il a dégelé suffisamment pour laisser tomber un caillou qui est tombé sur la tête d'Anne Piché. Elle est morte instantanément, sur le glacier Victoria, pas loin de Rodolphe de Repentigny. Ben oui, j'ai pleuré quand j'ai appris ça. J'ai pleuré, tu peux y dire. Elle était une bonne grimpeuse, elle était devenue chauvin de la municipalité. Ouais, ça, c'était. Je connaissais bien Anne, elle faisait de l'escalade. Elle nous a donné un coup de main avec les maçons parce qu'elle travaillait comme des cours sur l'aménagement dans les maisons, tout ça. Pas décoratrice, mais ce genre de cours-là. Puis, elle m'en est devenue la blonde à Laurent. Laurent, c'est un de mes employés aussi, qui travaillait pour la fabrication des prises d'escalade. Il était moniteur d'escalade, pour ça, il était en charge de l'atelier pour les prises d'escalade. Fait qu'on était assez proches, puis Anne est devenue conseillère à Val-David. Fait que on a travaillé beaucoup ensemble pour le projet de parc et pousser ça. Puis elle a pris une année sabbatique comme professeur. Puis elle est partie avec Laurent dans les Rocheuses canadiennes. Puis on est en contact régulier. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais en train de regarder justement pour le fameux chalet. Puis j'ai fait des démarches, j'avais contacté ici Bois-Laurentien qui était juste ici sur le bord de l'autoroute, là, dans le temps que ça fonctionnait. Fait qu'à tous les 2 jours, puis à un moment donné, moi, j'ai reçu un courriel de Laurent, il dit OK, puis il y a Anne qui m'écrit bon, on va aller faire le Mont-Victoria, c'est ma dernière journée, on va faire la montagne, puis après ça, elle prenait, c'était la fin de son année sabbatique. Là. Il repartait le lendemain ou sur le lendemain pour revenir vers Montréal. Puis ils sont montés par l'arrière du Mont-Victoria pour remonter à Abbott Pass, il y a un genre de couloir. Là. Puis une coupe de 100 pieds du couloir, ben, c'est ça, il y a une roche qui est partie du Mont-Victoria qui est tombée directement sur la tête. Elle est morte dans les bras de Laurent. Finalement, Laurent s'est retourné, il l'a vu. Il a vu la roche arriver, mais il n'a pas eu le temps de rien faire. Là, fait que, ouais. Puis, fait que l'hélicoptère, puis tout le kit. Et évidemment, quand on a construit le chalet d'accueil, puis d'ailleurs, moi puis Laurent, dans la fondation du chalet, il y a de son matériel d'escalade qui était coulé, descendant, mousqueton, des choses comme ça, qui était à son nom. Là. Et ça, c'était mis dans la dalle, dans la dalle de béton du chalet. Là. Il y a le Festi Rock, mais le Festi Rock, avant le Festi Rock, il y a eu le Super Party Rock. C'est nous autres qui est parti ça il y a, mon Dieu, les années 80. On a, à l'automne, la première fois que ça s'est fait à l'Halloween. On a organisé une fête où on faisait des compétitions de blocs puis de voix. Il y a des compétitions de vitesse qui s'organisaient sur les parois ici à Val-David, à l'extérieur. Et la première fois, les gens étaient déguisés. Fait que, à un moment donné, on était au Mont King, mais la première fois la plus marquante, c'était vraiment au Mont Condor, parce qu'il y a beaucoup de blocs en bas.
faire du bloc, et il y a les parois. Fait qu'on a fait une première fête, puis ça s'est répété d'année en année. Puis le souper du samedi soir se faisait à l'école élémentaire à Val-David. Là. Il y a la salle, puis il y a un genre de partie, un genre de petit, plateforme en haut pour faire des spectacles. Là. Mais on remplissait la salle au complet. On pouvait être facilement 200 personnes. On fournissait du souper, les gens payaient, mais on fournissait du souper, il y avait des cadeaux, il y avait des prix quasiment pour tout le monde. Puis, compétition avec des numéros, des pointages, puis des choses comme ça. Là. Fait qu'on ça, on a développé ça, on était vraiment les premiers à faire ça, là, encore là, une première. Puis, à un moment donné, ben ça, là, quand on a commencé à réduire l'équipe, parce que les murs d'escalade ont commencé à prendre vraiment beaucoup de place, à un moment donné, ça demandait quand même pas mal de temps. Fait qu'on s'est, avec la fédération s'est arrangée pour qu'elle continue à faire le Festi-Rock à Val-David. Fait que le Festi-Rock, dans le fond, c'est la suite du gros événement qu'on faisait chaque année. Là. Les blocs érotiques en bas, on a fait un Oktoberfest avec les blocs. Paul Labarrière organisait ça, des compétitions, comment tu. Puis il avait numéroté les blocs. Moi, j'ai dit, comme gardien, j'ai dit, j'arrivais d'Allemagne, j'ai dit, écoute, c'est impersonnel les numéros. Pourquoi qu'on ne donne pas le nom des femmes qui ont été des pionnières en escalade sur les blocs? Le bloc Louise, le bloc Thérèse, ainsi de suite, t'as vu? Ben, il dit OK. Fait que moi, j'ai fait les plaques. André Desjardins me payait pour écrire les plaques, puis je mettais des plaques à des endroits stratégiques. Le plus gros bloc au pied de l'aiguille, c'est le bloc Élisabeth. Pourquoi? Parce que c'était la femme de John Brett. Sur ce bloc-là, aujourd'hui, je pense qu'il y a 18 voies. Mais nous autres, on en avait 3 ou 4 déjà. Puis plus tard, les nouvelles générations ont développé des blocs plus bas que le sentier, l'autre côté. Puis on dit, s'il y a le secteur des femmes, il y a le secteur des hommes. Puis dans les hommes, ils ont nommé un bloc Bernard et un bloc Claude. Puis aujourd'hui, il y avait une voie sur ça que j'ai faite. Puis aujourd'hui, il y en a une demi-douzaine tout le tour qui s'amusent sur ça. Bon, Val-David, dans l'histoire, c'était l'endroit qui a vraiment fait que l'escalade s'est développée au Québec. C'était c'est toujours encore le site le plus développé au Québec. C'était le noyau, c'est ici que les premières voies en escalade ont été faites en 1931-32. Fait que, on est rendu à 90 ans déjà d'histoire. Les Suisses ont visité, il y avait l'hôtel de Sapinière, puis la famille Dufresne à l'époque, c'est ça, laissait les gens aller sur leur terrain sans problème. Ils n'ont jamais mis de restrictions. Les autres, ils voyaient ça comme du développement. La famille Dufresne, ça a été vraiment une famille importante, comme avec le lac de la Sapinière. Ils ont fait travailler les gens pour créer l'auberge, l'hôtel de Sapinière, l'agrandir, faire le lac, dans la période où il y avait la crise, des années 20-30. Puis après ça, ils ont laissé les gens pour l'escalade. Il y a toujours eu des ententes. On pouvait aller faire du ski, on pouvait faire de l'escalade. Puis ils ont toujours vu le bien que ça apportait à la communauté, l'argent que ça, le touriste qui venait et tout. Fait que Val-David, c'était vraiment la place au Québec. Fait qu'il y a beaucoup, la plupart des grimpeurs à l'époque, tout le monde venait pour grimper à Val-David. Puis jusqu'à il y a quelques années à peine, bon, il y a eu des sites qui se sont développés un peu partout. Mais Val-David était toujours comme une place spéciale. Ça demeure toujours, puis je pense qu'on va toujours le rester. Mais ce qu'on a depuis quelques années, il y a tellement de nouveaux grimpeurs grâce au gym, au centre d'escalade à l'intérieur. Il y a beaucoup de nouveaux sites qui se développent un peu partout.
Évidemment, Val-David a été beaucoup un modèle. Fait que là, il y a la Montagne d'Argent, il y a Saint-Alphonse de Rodriguez aussi, il y a Kamouraska qui a été développé. Mais la population de Grand-Père aussi s'est beaucoup développée. Fait que maintenant, les gens ont beaucoup plus de choix pour aller grimper. Il y a beaucoup de nouveaux sites dans la Naudière aussi. Puis on a plusieurs grimpeurs aussi à chercher des nouveaux sites. Fait que il y a plus de sites. Fait que l'importance relative de Val-David est moins grande que ce l'était à l'époque. Mais ça demeure toujours le berceau de l'escalade au Québec. Ça va toujours le rester. Puis la qualité de la roche, les voies, ben, c'est encore très occupé l'été. Il y a toujours du monde qui viennent régulièrement. Ça va toujours rester parce que c'est un site qui est, malgré qu'il y a plusieurs nouveaux sites qui soient développés, il y a peu de sites qui offrent les avantages que Val-David a. On est proche du village, on a beaucoup de services, il y a plusieurs sentiers, les accès sont faciles. La plupart des sites, la base des parois est très sécuritaire, c'est plat, facile. Tu arrives avec des familles, des enfants, tout ça, c'est facile. Parce qu'il y a plusieurs sites, des fois, où l'accès, un peu comme ici, il y a des roches au pied des parois, l'accès est moins facile, on vient avec des animaux, des enfants, c'est pas évident.